forteresse royale à l'architecture invraisemblable, perchée sur un pic calcaire au milieu de montagnes abruptes, un monument puissant, imposant, que l'on atteint après une longue et délicate ascension via un singulier escalier en chicane. On ne pouvait rêver meilleur endroit que Puylaurens, l'un des plus beaux châteaux en pays cathare, pour vous donner envie de nous suivre dans une aventure aussi merveilleuse qu'inattendue. Au programme, Quéribus paye pertus d'improbables citadelles en plein ciel, mais aussi et surtout de belles rencontres. Car ce département de l'Aude, avec son histoire tourmentée, sa culture occitane et ses paysages sauvages, ont toujours poussé les hommes à aller au bout de leurs rêves, cap sur le pays cathare, des vertiges d'émotion. Dans le département de l'Aude, au sud de Carcassonne, s'étend un pays dont la géographie a toujours été une invitation à se dépasser. Le massif des Corbières est une barrière calcaire dont l'extrémité sud domine les plaines du Roussillon. C'est sur cette montagne en forme de rempart naturel que des hommes ont au Moyen-Âge décidé de bâtir une série de châteaux uniques en leur genre. L'une des plus incroyables citadelles du vertige est ce nid d'aigle qui épouse parfaitement les contours d'un piton rocheux au point de faire corps avec lui, Quéribus. C'est un château qui se mérite, hein, David. Quéribus, c'est quoi? C'est un peu le château des superlatifs? C'est le château essentiel de tout le système de défense du pays. C'est le château perché sur son piton. Là, il a une silhouette unique. Et c'est la vigie. C'est lui qui donne le signal, qui surveille, qui gère un peu tout l'espace depuis ce piton rocheux exceptionnel. Je peux pas ne pas avoir une pensée pour ceux qui voulaient partir à l'assaut. Quand je vois déjà comment ça demande des efforts pour l'atteindre en tant que simple touriste. Je pense que ce type de château, avant l'artillerie à poudre, ça n'a pas trop été attaqué. On a l'habitude de dire que Quéribus est un château cathare, mais le terme est impropre. Il est plus exact en effet de parler de château en pays cathare. Car ces bâtisses, qui ont certes servi de refuge aux adeptes du catharisme persécutés, sont devenues par la suite des forteresses royales totalement rénovées quand ce territoire a basculé au XIIIe siècle dans le royaume de France. Le Quéribus que nous voyons aujourd'hui est avant tout l'une des pièces maîtresses d'un dispositif de défense de la frontière entre la France et l'Aragon. C'est l'endroit idéal là, pour comprendre à quel point ce château occupe une place stratégique. Hein. Ah ben là, il y a encore les traces de l'histoire dans le paysage. On a en face les châteaux catalans qui marquaient vraiment directement le château de Quéribus, qui le surveillait. On voit encore les traces là. 3 châteaux, Trémoine, Force-Aréal, Tautavel là-bas. Et puis on voit aussi, et ce qui est intéressant, la frontière actuelle. La crête bleutée là-bas des Alberts, c'est la frontière actuelle avec l'Espagne. On voit que donc il a fallu 400 ans de combat pour que la France arrive à aller un peu plus loin vers le sud. Il y a une question quand même qu'on se pose dès qu'on vient ici, c'est comment on a pu construire un château à cet endroit? On sait, par exemple, la pierre, elle vient d'où? La pierre, elle vient de là. Là, on est dans un front de taille de carrière, on voit des traces de coins, d'arrachement des pierres avec des coins en fer. Donc on avait déjà le matériau sur place. Après, il y a toujours eu un château ici. Donc on récupérait une partie des matériaux de l'ancien pour refaire le nouveau. Ça se faisait avec une organisation intelligente, en utilisant au maximum les ressources naturelles. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on arrive à faire des choses qui sont des prouesses techniques, avec des moyens
tout à fait simple. La construction est tellement efficace que finalement, avec peu d'hommes, on peut tenir le siège. Tout est fait pour qu'avec peu d'hommes, on tienne le siège. L'intérêt de mettre peu d'hommes, c'est qu'on a besoin aussi de peu de ravitaillement. Les citernes sont largement suffisantes pour une quinzaine de personnes. Les réserves alimentaires, pareil. Si on met 300 personnes ici, il faudra les nourrir. Ça va fragiliser le site. Quand le roi de France fortifie ce château, c'est aussi quand même un signal qu'il envoie au seigneur d'Aragon, à l'Espagne. Signal de guerre. L'idée, c'est de dire on est là, on ne partira pas. On a des moyens financiers costauds, parce que ces châteaux, pour le pays, c'était des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir quand même, des châteaux de cette ampleur. Surtout un tous les 10 ou 15 kilomètres. Donc, soit on négocie, soit on se tape dessus. C'est une découverte un peu improbable. On est dans le donjon et on tombe sur ce pilier qui est juste incroyable quand même. C'est la plus belle pièce du château, bien évidemment. Hein. Donc c'est quelque chose qui est typique de l'architecture gothique. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur la période. Donc c'est une visée esthétique, je montre qui je suis, ou c'est plus que cela? Pour moi, c'est une visée pratique. En fait, on a ce donjon qui est une pièce importante du château. Il est bon pour des raisons de stabilité, de sécurité, d'incendie, etc., qu'il soit voûté de pierre, c'est mieux. Donc la solution pragmatique, c'est de dire je vais chercher le rocher là où il est solide. Je bâtis un soubassement, et puis sur ce pilier, je fais venir 4 petites croisées d'ogives, faciles à maîtriser, faciles à gérer, qui vont soutenir la voûte. On comprend ici également que ce château de Quéribus, c'est une accumulation de périodes, de construction sur des constructions. Oui. De toute façon, le château apparaît dans les textes au XIe siècle, donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas avant, ça veut dire qu'on a une première mention au XIe. Les fouilles archéologiques qu'on a pu mener sur d'autres sites montrent bien que très souvent, ils sont même beaucoup plus anciens. Et donc, l'épisode cathare, l'épisode royal, etc., ça s'inscrit dans une continuité du bâtiment. Moi, je suis né en ville, en centre-ville, bon, etc. Puis, quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à me balader, à découvrir tout ça. J'ai adoré la nature, et puis j'ai vu ces châteaux qui sont beaux, qui font rêver. Voilà, à 15 ans, on imagine tout ce qu'on veut là-dedans. Et j'ai adoré, j'ai eu envie que ma vie se passe autour de ces lieux. Tu aimes ce territoire, mais pourquoi? Tu le dis, ça peut être rude. Qu'est-ce que tu y trouves? La liberté. C'est un pays où les gens existent, où il y a des caractères, trempés, pas forcément faciles, mais c'est un pays libre. Moi, je le ressens comme ça. Quéribus, dernier bastion de résistance cathare à tomber aux mains des croisés, démontre majestueusement à quel point l'histoire a laissé ici son empreinte dans les paysages et plus encore dans les esprits. C'est au XIIe siècle que se développe dans le sud de la France une religion chrétienne différente du catholicisme, le catharisme. Prônant et surtout pratiquant la pauvreté, les prédicateurs cathares qui utilisent la langue de tous les jours, l'occitan et non le latin, vont être très bien acceptés par les seigneurs et le peuple. Ils font de l'ombre à l'Église catholique romaine. Le pape décide alors de réagir et lance la première croisade en terre chrétienne. C'est le début des massacres et des persécutions. Le roi de France en profite pour atteindre son objectif politique. En 1249, le comté de Toulouse est rattaché à son royaume. C'en est fini de cette Occitanie qui ne voit pas les choses comme les autres. En quoi cette société occitane était si différente des autres à cette époque? Je pense qu'on peut mesurer les avancées d'une civilisation, par exemple, au statut qu'elle confère aux femmes. Oui. Et la civilisation occitane a ça d'absolument magnifique, qui est que le statut de la femme est quand même très très en avance. Par exemple? Elles héritent comme leurs frères. Par exemple, on a des lettres de change du 10, 11e siècle déjà. C'est-à-dire qu'il sert à payer, c'est des chèques. Sert à payer, c'est des chèques. Mmh. Alors que nous, ici, en France, il va nous falloir attendre, je crois, 1976 pour que les femmes aient le droit d'ouvrir un compte en banque toutes seules.
C'est aussi une société qui est marquée par une langue, et pas n'importe quelle langue, Oui. qui porte une littérature quand même et un art de l'écriture, Oui, de la poésie qui est fabuleuse. C'est ici que va naître la structure même moderne de la chanson, couplet, refrain, etc. Ces fameux troubadours, et qui vont user d'instruments de musique et être en position même à se mettre à genoux devant une femme pour lui faire la cour. Et ça va naître dans cette Occitanie. C'est aussi une démonstration d'une civilisation qui est quand même raffinée, qui est en avance, etc. C'est-à-dire que quand le roi de France prend possession du comté de Toulouse, bien sûr, il augmente son territoire, mais il y a aussi une histoire de civilisation, d'approche Oui, des bien rapports sûr, humains. Bien sûr, puis il y a plein de choses. Il y a cette notion de parage. Il faut le voir comme globalement étant la grandeur d'âme. Il y a la notion de magnanimité là-dedans. Il y a la grandeur d'esprit, il y a la bonté, il y a le courage, il y a tout ça dans le mot parage. Et on a même dans les classes nobiliaires la capacité en Occitanie d'intégrer dans les nobles des simples roturiers, mais dont le parage est évident. Et ça va fortement déplaire aux barons du Nord, vous vous en doutez bien, ça va pas, ça fait peur. C'est plus par héritage et par lignée. Et bien sûr, c'est quasiment de la Révolution au XIIIe siècle, ça colle pas, il y a un truc qui va pas. Donc tout ce que nous enseigne cette civilisation occitane, je pense que c'est d'un modernisme extraordinaire parce que nous avons certainement besoin, en toute humilité, notre civilisation actuelle, de peut-être se repencher un petit peu dans ces sources-là et en reboire un petit peu, si je puis dire. Contrairement aux apparences, Roland n'est pas historien. Il est boulanger. Enfin, un boulanger atypique. Avec sa femme, ils ont tout lâché, des postes de cadre sup dans des grandes sociétés, pour se mettre en chemin, partir en quête à la recherche du pain originel. Tout commence dans ce petit champ, discret, qui abrite le trésor de Roland. Alors ici, on a 72 micro-parcelles avec 72 variétés anciennes de blé qu'on est allé chercher un petit peu de partout. Par exemple, celui-ci est un blé ancien qui provient d'Allemagne de l'Est. Celui-là, il vient entre Téhéran et l'Afghanistan, une région qui s'appelle le Khorasan. Un poulard d'Australie, très intéressant, un blé poulard. Il est encore vert, un petit peu rouge. Celui-là, il vient de Perse, c'est un blé persan. Et là, on a un blé de pays, puisqu'elle s'appelle la pétanielle noire de Nice. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le moudre et de le panifier en tant que tel, mais il me tarde, parce qu'on avait une diversité colossalissime. Il y avait des blés de pays dans tous les coins de France. Le rouge d'Alsace, le rouge de Bordeaux, la bladette de Puy-Lorraine, sa touzelle blanche de Nîmes. Cette restriction d'offres, elle est liée quoi, à cette espèce de modernisation où à un moment il y a des gens qui ont pris le pouvoir qui ont pris le pouvoir à des fins uniquement de rentabilité, quoi. Ne parlons pas de chômage, de RSA et tout ce qu'on peut... Parlons de ce dont souffre aujourd'hui notre pays, c'est qu'on a beaucoup de main-d'œuvre désœuvrée. C'est beau le mot main-d'œuvre, il y a œuvre dedans. Et donc je suis absolument convaincu que si on leur donnait accès à une œuvre, et surtout si c'est une œuvre qui est liée à la nature, ils iraient beaucoup mieux. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est le plaisir qu'il y a à toucher, la vie. Oui, ben voilà, ouais, exactement. Biodiversité, c'est la vie. Moi, c'est ce que je suis venu chercher ici. La douce chanson de Roland, le boulanger qui rêve de reconnecter les hommes avec la terre. Une quête quasi philosophique qui plonge ses racines dans ce territoire, les Corbières. Le décor, tourmenté, parfois austère, dégage une telle puissance. Dans ce massif montagneux où la roche dicte sa loi, l'eau a toujours joué les premiers rôles, aussi bien dans la création des paysages que dans la vie des hommes. Pour le comprendre, nous partons pour une expédition aquatique en compagnie de Denis dans un canyon un peu secret, connu des initiés, la Cluse du Terminé. Combien de profondeur là, les gorges?
Alors, on n'est pas très profond en fait. On va se retrouver là une cinquantaine de mètres, pas plus. Là, ça va être l'occasion de pratiquer des petites gorges. C'est avant tout du canyon plaisir et découverte. Le canyon, c'est pas obligatoirement l'aspect sportif qui est la finalité. Ça peut l'être pour certains, mais très sincèrement, c'est avant tout un moyen de déplacement pour aller à la découverte du patrimoine naturel et environnemental qui nous entoure. C'est avant tout ça. La notion de performance importe peu. Ça change tout, hein, parce que là, quand on lève les yeux, on voit les gorges comme on ne les voit jamais par en dessous. Autant on va se retrouver au-dessus de la route et on va trouver que cet endroit est quand même sauvage et magique, mais vu d'en bas, ça prend toute sa dimension, avec surtout l'occasion de voir vraiment le travail qu'a fait l'eau pour tracer son chemin. Et puis surtout, on voit tous les bouleversements géologiques qui se sont effectués à la création des Pyrénées, quand même. On a complètement changé presque d'environnement, de décor là. Ouais. Là, on rentre dans la partie, j'allais dire, un peu plus intime du canyon, où on va avoir vraiment tout le travail géologique de la poussée des Pyrénées, puisqu'on va se retrouver dans une ambiance vraiment spéléo, là, avec une formation de qualité. On va rentrer là, de suite, sur la partie purement géologique, avec une roche qui va étrangement ressembler à du marbre rose, même si ça n'est pas. Mais le canyon prend ici toute sa diversité géologique. C'est pas mal ce que tu nous as réservé pour finir. Il y a combien de hauteur là? Alors pour ce petit final, et là c'est officiel, on a un petit 9 mètres, il n'y a rien d'obligatoire. Mais voilà, on peut toujours dans ce canyon se faire plaisir à sa juste motivation. Et là pour le coup, sa juste motivation, ça va être 9 mètres. Là, on profite de ce canyon en loisir, mais avant, pour les gens qui habitaient ici, les canyons, ça représentait quoi? Ça faisait peur? Je pense qu'il y avait ces deux visions. Les gorges, par le passé, il y avait toujours une relation au diable. Donc, c'est des endroits quand même qui étaient un peu maudits, qu'on évitait, donc assez peu fréquentés. Mais en même temps, on en avait besoin pour aller chercher de l'eau, quoi. Donc, il y avait, je pense, cette liaison à la fois source de vie et puis source d'inconnu, de mystère un peu maléfique, quoi. Durant des siècles, ces canyons ont été des sanctuaires qui reliaient les humains au sacré. Mais est-ce le diable ou est-ce Dieu qui vit ici? Nous voici dans les gorges de Galamus, autre canyon, autre ambiance, autre émotion. Car dans ce bout du monde, des hommes sont venus pour éprouver leur foi de façon singulière. Au débouché d'un petit tunnel creusé dans la roche, on découvre, avec stupéfaction, l'ermitage Saint-Antoine. On ne sait pas avec certitude quand les tout premiers ermites se sont installés à Galamus, mais la présence de religieux est attestée par des documents datant de 1395. Au XVe siècle, les franciscains bâtissent des bâtiments plus imposants. Cette grotte, avec son autel taillé dans le roc, est aménagée en lieu de culte. Les ermites vont se succéder ici jusqu'en 1930. L'ermitage, dominant symboliquement les abîmes, est aujourd'hui comme hier un lieu de pèlerinage traditionnel pour les Occitans. Retour à Cucugnan, un ancien village fortifié du XIIe siècle au pied de Quéribus. Au sommet du village, le moulin médiéval tourne à nouveau. C'est Roland, notre artiste du pain qui l'a restauré, lui a redonné des ailes. Comme tous les matins, patiemment, l'alchimiste du goût accomplit son grand œuvre, entretient la flamme du boulanger. Roland, c'est pas un produit comme un autre, le pain, dans l'histoire des hommes quand même. Absolument pas. C'est unique. Et c'est unique, je pense, sur tous les continents, dans tous les pays. Alors nous, on a un pain particulier qui ne va pas être le même que le pain Baladi, du Moyen-Orient, etc. Et tous les pains se valent. Il n'y a pas le meilleur pain du monde. C'est une injure totale. Meilleur pain du monde, c'est un oxymore. Ça n'a pas de sens. Tous les pains sont bons, tous. On a l'impression que ton pain, il a une valeur ajoutée. Est-ce que ces valeurs, elles sont proches de cette Occitanie dont tu nous parlais, que tu aimes tant? Complètement. D'autant qu'en plus, on a des techniques, on a des outils
On a un instrumentum qui nous vient de cette Occitanie. Quand on regarde le moulin, là-haut, il n'est pas là pour faire décor. Il est carrément totémique. C'est un totem, il nous dit des choses. Il est là. Et il a une position totémique, hein, quand on l'a en contre-plongée comme ça, waouh. Voilà. Et il nous a appris tant de choses et il nous y rappelle constamment. C'est-à-dire que c'est un totem. Voilà. C'est un totem premier. Je vois une phrase marquée sur la poutre, là au-dessus de toi. Elle vient d'où, cette phrase? C'est le Notre Père Cathare qui dit « Ô Dieu des grands esprits, donne-nous à connaître ce que tu connais et à aimer ce que tu aimes. » Donc on parle de connaissance et d'amour. C'est pas un truc qui est une lubie qui m'est venue d'écrire ça. Ce texte-là, il a pratiquement 8 siècles, quoi. Cet esprit-là, l'esprit occitan qu'on va essayer de remettre dans le pain aussi, il dit ça exactement, quoi. C'est plus qu'une prière, c'est presque quelque chose qu'il faut qu'on écoute, quoi, et que l'on applique. Ça vaut blasphème et ça vaut bûcher à l'époque. Mais aujourd'hui, je pense que c'est d'une modernité absolument époustouflante, si on y réfléchit bien. Plus je parcours ce pays, plus je me dis qu'il y a ici quelque chose de particulier. Comme si les paysages et les architectures créées par l'homme nous invitaient à écouter, regarder, ressentir d'une façon plus intense. Notre prochain rendez-vous a pour cadre un lieu qui défie l'entendement, le château de Peypertuis. 300 mètres de long, 60 de large, c'est l'ensemble médiéval de Languedoc-Roussillon le plus grand en superficie après la cité de Carcassonne, sauf qu'il a été construit à près de 800 mètres d'altitude. Sur une muraille de roc aussi haute que mince, la citadelle aérienne semble épouser le relief. Notre invité nous a donné rendez-vous à un moment particulier, quand le soleil décline. Car il faut que les ombres s'allongent pour que Philippe Contal, photographe nocturne, commence sa quête du sensible. Qu'est-ce qui change, Philippe, lorsqu'on arrive ici, entre chien et loup, à cette lumière tombante? Le monde change. Déjà, il nous appartient parce qu'on est les seuls. On a les pierres qui nous rappellent des souvenirs, on a la lumière qui nous rappelle au contraire à l'avenir. Tout change. On a une autre sensation, une autre impression. Le château, quelque part, la nuit reprend vie. Quand on le replace dans son contexte des Corbières, quand on le replace dans son contexte historique, c'est qu'un petit élément. Et pourtant, quand on est à l'intérieur, c'est fantastique. Et la magie, véritablement, à mon avis, habite ce lieu. Je ne vais pas dire qu'il y a un plaisir enfantin, mais voir un coucher de soleil, je ne sais pas toi, moi c'est... Alors, je ne peux pas m'en lasser. Regarde ça, c'est fantastique, ah, tout simplement. Tout simplement. Et en plus, on domine le monde, là. On est dans un sas. On change de monde, là. Le son s'atténue, mais on commence à entendre les bruits qu'on n'entend pas le jour. On va avoir une toute autre sensation la nuit dans ce château, dans la nature. Et là, ce moment où le soleil disparaît, c'est la frontière, effectivement, c'est le passage. C'est pas encore la porte des étoiles, elle vient après, mais c'est effectivement un passage. Tu as fait ici une photo qui est juste incroyable, une chapelle, la chapelle Saint-Jordi, qui est à moitié détruite. On la voit parfaitement et derrière on aperçoit la Voie lactée. Comment c'est possible? C'est possible avec un temps de pause assez long, avec une ouverture assez importante, avec beaucoup de patience et puis le fait d'être effectivement là quand même au bon moment. Si on a une lumière trop importante à côté d'une pénombre, effectivement on va perdre beaucoup. C'est ce qui fait que typiquement quand la Lune est présente, la Voie lactée disparaît par exemple. À t'entendre, j'ai l'impression que ce travail, il te connecte à quelque chose, à cette nature là qu'il y a autour de nous. Ah oui, tout à fait. C'est un croisement en fait entre la lumière, le lieu, un instant. C'est un instant où finalement je m'échappe d'un quotidien, où je m'échappe d'une réalité pour en retrouver une autre. Tu n'es pas né ici, tu viens de Belfort, tu dirigeais une usine automobile et un jour tu décides de changer, de venir là, vivre ta passion. C'est un vrai parcours. Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais effectivement il y a eu une mutation, il y a eu une transition assez importante avec un changement de territoire, un changement de passion, un changement de métier, un changement de vie. Pour la petite anecdote, quand on arrive depuis Narbonne, on a un panneau qui titre « Vous êtes en pays Cathare ». Pour moi ça veut dire « Bienvenue chez toi ». Tu avais envie de t'éloigner de quoi pour aller vers quoi?
De m'éloigner, non, de me rapprocher de quelque chose. Mon vrai défi, il n'était pas de m'éloigner et de claquer une porte. Mon vrai défi, il était de me retrouver moi-même. La France est un pays qui ne vend pas de châteaux, mais pourquoi particulièrement ce sont les châteaux cathares qui t'ont attiré? Je n'ai pas de réponse objective à apporter. Le fait est qu'effectivement, je me sens attiré, non pas par l'histoire ou la religion cathare, mais parce que peut-être les pierres, peut-être qu'il y a une résonance en tout cas qui se manifeste en moi. Je n'ai pas de raison, mais je me sens bien. Rien que le fait que tu dis ça, c'est probablement la raison d'ailleurs. Probablement. Installé à l'extrémité de la forteresse, sur cet éperon rocheux bâti au-dessus du vide, on pourrait presque se croire sur la proue d'un vaisseau de pierre qui naviguerait sur un océan d'azur. Indéniablement, ces châteaux, ces paysages sont des lieux qui font fonctionner l'imaginaire, sans doute parce qu'ils racontent la grande histoire, celle des cathares, des rois de France, mais aussi la petite, celle que chacun d'entre nous invente en explorant ces lieux. C'est cela la force des grands sites. Nous accueillir avec bienveillance, faire de nous des acteurs contemporains tout en nous reliant au passé.